Mais nous allons surtout accueillir Mathieu Frachon dans ce journal. Bonsoir. Bonsoir. C'est un des grands noms de l'histoire de la police. On vous doit notamment les dessous du 36 aux éditions du Rocher. Vous êtes une mémoire vivante de cette voyoucratie des années 70. Et si on parle de ça en ce moment, c'est que le 2 novembre 1979, eh bien, un certain Jacques Mérine était abattu porte de Clignancourt à Paris. On dit Mérine ou Messrine d'abord ? Bon, à l'époque, c'était Messrine. Aujourd'hui, on dit Mérine parce que, soi-disant, il l'aurait exigé. Bon, disons Mérine et puis n'en parlons plus. On reviendra sur le débat autour des conditions de sa mort. Pourquoi est-ce qu'il fascine autant ? 2 pages dans Le Parisien aujourd'hui. Vous voyez, quand on a cité le nom de Mérine, je me dis bien, on en fait un sujet. C'est le marqueur d'une époque. C'est le marqueur d'une époque, c'est le marqueur de la fin d'une époque aussi. Je crois qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui combien les années 70 étaient d'une violence épouvantable. Aujourd'hui, on a l'impression que la violence est partout parce que les sources d'information sont multiples. Mais à l'époque, on ne se rend pas compte. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui que nous avions du terrorisme multiple, nous avions du grand banditisme, nous avions des attaques à main armée, des kidnappings, des revendications. C'était une époque extraordinairement violente. Et Jacques Mérine est probablement l'un des Christ de cette époque dans le sens emblématique. C'est quelqu'un qui a forgé sa propre légende, qui est arrivé à faire croire à tout le monde qu'il était un bandit au grand cœur, un bandit même revendicatif, ce qui n'était pas du tout le cas. Et en fait, tout a été réuni, y compris les conditions de sa mort. Alors, la revendication, il y a ce document tout à fait étonnant que nous avons dans les archives d'Europe 1. Il s'évade en 1978, il était dans les quartiers de haute sécurité, qui était à l'époque un grand combat de la gauche française, les conditions d'incarcération en France. Il s'évade, il envoie une cassette où il se confie aux médias. Europe 1 d'ailleurs recevra cette cassette, ne la diffusera pas à l'époque, qu'il ne fallait pas faire l'apologie d'un truand. Et écoutez cette voix de Mérine qui s'adresse, et vous allez l'entendre de manière très prémonitoire, à la fois à la communauté française, mais aussi à sa compagne. Et je considère que c'est pas si mal que ça, d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il faut dans la vie. J'aime pas les gens, justement, qui reculent. Simplement de voir la détention en France, dans les quartiers de haute sécurité, quand j'ai vu réellement que on crée ça, non pour emprisonner l'homme, mais pour le détruire totalement, pour en faire un esclave de la pénitentiaire, au moins je suis mort les armes à la main. Même si peut-être, et ça je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir. La seule chose que je sais, c'est que si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne s'évade pas. Une cellule dont on ne s'évade pas, il faisait allusion à son cercueil, avec une vision prémonitoire. Pour vous, il a participé à l'enlèvement d'un journaliste, aussi, de la revue d'extrême droite Minute. Il s'est construit lui-même une légende, et c'était un truand, comme voulait le présenter à l'époque l'homme qui le pourfendait, Broussard, un truand dangereux, comme les autres, disait Broussard à l'époque. Oui, pour Broussard, comme il disait, c'était entre guillemets un crâne comme un autre. C'était un objectif effectivement prioritaire, parce qu'il y avait 18 mois de cavale, et c'était 18 mois où la diffusion de cette cassette, l'interview à Paris Match, il se foutait de la gueule de la police. Et pour les policiers, ça c'était épouvantable. Et puis c'est un homme dangereux. Mais il est vrai que par rapport au banditisme de l'époque, il y a eu quand même d'autres noms comme Jean-Charles Villoquet, Bess, etc. et d'autres qui étaient extrêmement dangereux. Dupré, le premier évadé en hélicoptère, etc. Il y avait des gens qui étaient extrêmement dangereux. Et si on regarde bien d'ailleurs sur le mythe que s'est construit Jacques Mérine, il revendique 39 assassinats, on lui en attribue 2 au Canada. Au moment de l'évasion au Canada. Moment de son évasion. Sur les conditions également qui ont contribué au mythe, les conditions de sa mort, porte de Clignancourt. La famille a porté plainte, a parlé d'un assassinat. Oui, ça a été jugé en 2006. Il y a eu l'histoire de ce camion, et finalement la Cour de cassation a dit légitime défense. Nous avons eu l'homme qui a tué Jacques Mérine. Oui, Jean-Louis Fiamenghi, il avait un Uzi, il y avait 4 tireurs, et lui avait l'Uzi qui, visiblement, c'est la balle qui a touché la tête de Mérine. Il n'y avait pas ordre d'abattre Mérine. Non. Il y avait une légitime défense ce jour-là. Il y a une légitime défense dans le sens où, de toute façon, c'est pas règlement de compte à hockey choral. On va être très clair. C'est un bandit. C'est quelqu'un qui a 18 mois de cavale derrière lui, qui a enlevé un vieil homme, que ce vieil homme soit ce qu'il soit, peu importe, qui a séquestré une famille. Là, vous faites allusion à l'enlèvement de... j'ai plus le nom. Du baron. Non, c'est pas... Non, c'est pas le baron. Non, pas du tout. Non, c'est un rentier de 80 ans qui... Pour obtenir une rançon, oui, pour obtenir une rançon, qu'il obtient, le lièvre.
Monsieur Lelièvre. Voilà. Après, il séquestre avec son complice une famille avec laquelle il passe des barrages, une famille avec des enfants. C'est quelqu'un qui, lors d'un braquage, a tiré. Donc c'est pas règlement de compte à Hockey Corrals. On imaginait quoi? Qu'on allait avoir le shérif Brossard face aux malfrats, face à face, dans la lumière, un jour de novembre? Non mais attendez, faut être sérieux. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, il aurait été excellent aussi. C'est-à-dire, il avait compris une certaine forme de communication et son discours a été relayé. Je disais, une partie de la gauche, le combat contre les quartiers de haute sécurité était devenu un combat politique. Oui, mais parce que, alors, sur le combat contre les QHS, on va être très clair, c'était d'une déshumanité totale, d'une inhumanité, c'était épouvantable. En revanche, sur le reste, il s'est, de façon fort opportune, il a compris qu'il pouvait arriver à s'emparer de certains leviers psychologiques, de certains leviers qui étaient très à gauche à l'époque. Il a beaucoup joué avec le journal Libération de l'époque, il a beaucoup joué avec certains médias, il a été très malin. Oui, il a été très malin. C'est quelqu'un qui est malin, intelligent. Un voyou malin, intelligent, c'est un cocktail. Et c'est un cocktail qui peut sauter à la figure de n'importe qui. Et c'est un cocktail qu'il convenait d'évoquer 40 ans après, jour pour jour, sa mort, porte de Clignancourt. Merci beaucoup, on aurait aimé vous entendre plus longtemps, évidemment. J'aurais aimé aussi. Voilà, la radio, le temps est compté. Mais je renvoie en tout cas les dessous du 36, une plongée passionnante dans le monde de la police. C'est aux éditions du Rocher et c'est signé Mathieu Frachon. Merci encore. Merci beaucoup, bonne soirée.